Bon, merci de m'avoir invité à passer ce très petit moment avec vous, brièvement. Alors évidemment, je prends les choses par un biais très différent. Je ne suis pas un expert financier, je ne suis pas un expert du numérique, mais je pense que ce n'est pas inintéressant, enfin en tout cas c'est ce qu'ont pensé les organisateurs, d'introduire une petite dose de géopolitique, du contexte géopolitique réel dans vos réflexions. Un point qui justement n'est pas géopolitique, c'est que quand on regarde l'économie globalement, il y a toujours des éléments d'optimisme parce que d'abord ce système capitaliste étrange qui aurait dû se casser la gueule 10 fois depuis l'origine, qui passe son temps à aller de bulle en bulle sans arrêt et toujours au bout de l'explosion généralisée, surtout qu'il a été globalisé, dérégulé, financiarisé, etc. etc. En bonne logique, ça devrait exploser tout le temps, ça n'explose pas, ça continue, donc il y a une sorte d'élément d'optimisme par expérience, puisque les catastrophes ne se produisent pas, ou quand il y en a, elles sont moins grandes que prévu, et elles sont surmontées, rattrapées. Donc il y a une sorte d'optimisme général. En plus, il y a tellement de besoins de croissance, de développement, surtout avec tous les éléments, tout ce que la numérisation apporte, la croissance par la numérisation, la croissance du numérique, bon, tout ce que vous connaissez mieux que moi, ça donne une sorte d'optimisme global. J'ajoute à ça le fait que l'écologie, qui a été perçue pendant longtemps comme un sujet casse-pied, une sorte de contrainte, une sorte de lubie, etc., va devenir, moi je pense, un des moteurs de la croissance dans les 30 prochaines années, ce que j'appelle l'écologisation, par assimilation à l'industrialisation qui a duré pendant quelques décennies, parce qu'en fait, de gré ou de force, on va être obligé de tout écologiser, l'agriculture, l'industrie, la construction, les transports, etc. etc. Bon. Et très vite, c'est en train de passer de contrainte à moteur par rapport à ça. Je pense qu'il y aura même une nouvelle classification des puissances dans l'avenir pas tellement éloigné, selon qu'elles sont capables de maîtriser la compétitivité écologique ou pas. Et puis ça va rentrer dans les calculs économiques, on va perfectionner le PIB, enfin, il y a plein de trucs. Donc il faut être prêt à faire ce saut. Donc si on prenait que le sujet, même sous mon angle global, le sujet économie, on dirait, bon, il y a 1000 problèmes que vous connaissez mieux que moi, les taux d'intérêt, etc. Bon, il y a 1000 problèmes à n'importe quel moment, et que vont faire les États-Unis, que vont décider les gouverneurs de ceci, cela, mais il n'empêche que globalement, la force du système l'emporte. Donc ce qui est très étonnant pour des gens comme moi qui travaillent sur la géopolitique, avec l'expérience longue que j'ai maintenant, c'est le contraste. Parce que si on prend l'état du monde, en oubliant ce que je viens de dire là, le secrétaire général des Nations Unies, mon ami Guterres, dit c'est le chaos. C'est le chaos. C'est pas un terme tragique. On n'est pas au bord de la guerre mondiale. Les scientifiques savent que chaos, c'est une situation qui peut précéder la reconstitution d'un ordre différent, etc. Enfin, c'est le chaos. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec tout le baratin des dernières décennies sur la communauté internationale. Il n'y en a pas. Il y a peut-être une communauté internationale des directeurs financiers qui sont compris entre eux, peut-être. C'est vrai des traders, c'est vrai des compagnies aériennes, c'est vrai de quelques métiers comme ça pelliculaires par rapport à la surface du monde, mais il n'y a pas de communauté internationale des peuples. Si on regarde ce que peut penser, espérer, craindre un paysan chinois, un médecin japonais, un ingénieur chilien, un banquier à Paris, ça n'a rien à voir en fait. Ça ne veut pas dire que ce soit incompatible, mais c'est complètement différent. Donc il n'y a pas de communauté des peuples. Il n'y a pas d'ordre mondial, puisque on passe d'un désordre à l'autre. C'est des mutations. Donc en termes géopolitiques, tout ce qu'ont cru les Occidentaux après la fin de l'Union soviétique s'est avéré inexact ou prématuré ou illusoire. Pendant la guerre froide, c'était assez simple. Il y avait l'Est, l'Ouest qui se battaient pour le troisième monde, le tiers-monde. Bon, on était d'un côté ou de l'autre et c'était clair et net. Après la fin de l'URSS, la vraie date, c'est pas la chute du mur, qui est un moment émouvant, mais dont l'importance est très exagérée. La vraie date, c'est la fin de l'URSS, fin 91. À partir de là, c'est la Russie. On est dans le monde dit global. Mais il n'y a pas de consensus sur le monde global. Est-ce que c'est la fin de l'histoire, comme disent quelques grands géopoliticiens américains, Fukuyama, c'est la fin de l'histoire parce que tout le monde est pour la démocratie, tout le monde est pour le marché, terminé, il y a quelques récalcitrants marginaux, ou est-ce qu'au contraire c'est le début de l'affrontement des civilisations? C'est la réponse d'Huntington à Fukuyama. D'ailleurs, qu'Huntington parle de clash des civilisations, il ne dit pas que c'est bien, il n'est pas du tout pour, il dit que c'est un risque à prendre en compte. Donc il y a ce débat, on ne sait pas très bien dans quoi on est. Même sur la hiérarchie des puissances, à l'époque, dans la décennie 90, moi j'ai lancé le mot d'hyperpuissance, qui a eu un certain succès. Ça n'a rien de génial, d'ailleurs ça veut dire simplement que c'est plus gros que toutes les puissances qu'on a vues avant.
C'est encore plus gros qu'une superpuissance de la guerre froide. Mais après, on a dit, ouais, mais hyperpuissance, c'est pas si vrai que ça. D'ailleurs, la Chine est en train de monter, puis il y a eu le 11 septembre qui a montré la vulnérabilité. Bon, il y a eu un moment de doute. Aujourd'hui, on voit quand même que les États-Unis ont gardé une capacité de prise en otage du système global à travers les lois extraterritoriales, les sanctions qu'on a tolérées depuis très longtemps. Bon, c'est quand même une puissance spéciale, mais est-ce qu'ils contrôlent tout? Non, ils ne contrôlent pas tout. Et on ne reviendra jamais à la situation dans laquelle étaient les États-Unis en 1945, ils ont cru être dans la décennie 90, précisément parce qu'il y a les émergents. Est-ce que les Occidentaux vont reprendre le contrôle du monde comme ils l'ont eu pendant 3-4 siècles? Quand ils ont colonisé, c'était les Européens, d'ailleurs, colonisé le monde entier. Non, ils sont trop en désaccord entre eux, et puis ils sont sur la défensive, et puis bon, il y a tous les autres. Alors les autres, les émergents, évidemment, tant que c'était des petits dragons asiatiques qui se développaient, on trouvait ça super, très bien, spectaculaire. Si c'est simplement la Corée du Sud ou Singapour, à partir du moment où c'est le mastodonte chinois, bon, ça change tout. L'homme qui a changé le monde, votre monde, le nôtre, c'est Deng Xiaoping, en fait. C'est lui qui a libéré l'énergie chinoise, libéré l'énergie, l'initiative, le développement, tout ça, en gardant le contrôle. Dans une sorte de mélange auquel l'Occident ne croyait pas. L'Occident, toujours un peu bonnet sur ces trucs, a cru qu'en faisant entrer la Chine dans l'OMC, alors qu'il était évident qu'elle n'allait pas respecter les règles, en tout cas pas avant longtemps, que ça allait les moderniser, les ouvrir, les démocratiser, les occidentaliser. Mais c'est fini, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que pour autant la Chine va contrôler tout le système, malgré les routes de la soie, qui sont l'équivalent de la route des Indes à l'époque de l'Empire britannique puissance 10? Bon, non. Il y aura trop de résistance, de réticence. Les Japonais, les Coréens, les Indiens, les Vietnamiens, les Européens, un peu, ça dépend, les États-Unis quand même. Donc vous voyez, c'est pas clair le système mondial. Et pendant très longtemps, on disait, en tout cas, si c'est un colloque à Paris, on dit oui, mais l'Europe va répondre à ceci, cela. Mais les Européens ne sont pas d'accord entre eux sur ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'ils se divisent, parce qu'ils n'ont jamais été unis sur cette question. Ils ne se divisent pas. Et le projet européen, sous le parapluie de l'Alliance Atlantique, après la guerre, c'est un projet économique, c'est un projet de marché commun, marché unique, avec tout le rouleau compresseur de la normalisation qui est passé derrière, mais ce n'est pas un projet de puissance. Les seuls qui ont gardé une pensée de puissance, c'était les Anglais et les Français, au début pour des raisons coloniales, puis pour autre chose après, mais les peuples européens ne sont pas du tout sur cette ligne. Ils continuent à vivre dans leur bulle, ils pensent individualisme, les droits de toutes les micro-minorités, le développement, la consommation, ceci, cela. Il n'y a que ça qui les intéresse, c'est une vision individualiste, hédoniste. Ça serait sympa s'il y avait 7 milliards d'Européens de l'Ouest dans le monde qui sont avides de coopérer entre eux gentiment. Bon, c'est pas le cas du tout. Donc les Européens, ils ont cru être dans le monde des bisounours, et en fait, ils sont dans Jurassic Park. Moi, je dis ça depuis très longtemps. C'est ce que disait d'ailleurs un des principaux néoconservateurs américains, Kagan, qui est très astucieux. Il disait que les États-Unis, c'est Mars, et l'Europe, c'est Vénus. Et il y a un Allemand, l'ancien patron du SPD, Sigmar Gabriel, qui a dit une chose qui va dans le même sens, que je trouve très juste, il n'y a pas tellement longtemps, à propos de l'état du monde, justement. Il a dit « Nous sommes des herbivores géopolitiques ». Il parle surtout aux Allemands, hein, qui ont ce blocage, évidemment, sur la puissance qu'on peut comprendre. Nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Et bientôt, on va être des véganes, et ensuite, on sera des proies. Ça ne contredit pas forcément l'optimisme économique, hein, parce qu'il peut y avoir des choses, développement économique dans toutes les situations. Mais donc, si on fait le tour géopolitique très vite, la Chine ne va pas tout dominer. Il n'y aura pas les émergents, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Il n'y aura jamais d'accord entre l'Inde et la Chine. Impossible. Il n'y aura pas d'accord entre eux. Même les BRICS, ça ne veut rien dire. Brésil, Russie, ce n'est pas un pays émergent, c'est un pays surnageant, dans le meilleur des cas, qu'on a eu tort de négliger, de mépriser stupidement, bêtement, et qui a des pratiques inacceptables, mais ce n'est pas la puissance de l'Union soviétique. Donc c'est un pays qui a gardé une capacité de nuisance résiduelle périphérique, on va dire, et qui est réelle en Asie, au Proche-Orient, mais ils ne vont pas dominer le truc. Bon. Donc il n'y a pas l'alliance des émergents, il n'y a pas l'alliance des BRICS, il n'y a pas les États-Unis tout seuls, il n'y a pas les Occidentaux ensemble. Les Européens, ils ont toujours la trouille de faire une puissance, ça leur fait peur, ils continuent à croire qu'on pourrait s'en passer. Donc ça donne le chaos, instabilité. Donc dans la mesure où ces perspectives géopolitiques peuvent avoir une importance dans vos métiers, je crois que c'est raisonnable de ne pas imaginer que ça va s'organiser rapidement. Et si on parle nautique, on va dire pas de mer calme en vue.
Pas de cyclone permanent partout, il y en a quand même, un peu plus qu'il ne faudrait, mais pas tout le temps. Donc mer agitée à très agitée. Voilà la météo géopolitique. Et après, chacun s'organise au mieux pour naviguer là-dedans. Comme je n'ai pas le temps de faire le tour complet, il y a aussi la guerre mondiale au sein de l'islam sunnite entre l'immense majorité des musulmans et une grosse minorité fondamentaliste, traditionnaliste, salafiste, etc., et une micro-minorité, mais dangereuse, extrémiste voire terroriste. Ça occupe... Alors, les Européens sont des victimes collatérales, c'est périphérique, mais ça occupe quand même tous les pays arabo-musulmans. Entre eux, c'est très, très, très violent. Il y a ça. Au Moyen-Orient, aucune puissance régionale ne peut l'emporter complètement, ni l'Arabie, ni l'Iran, ni la Turquie, ni Israël, ni l'Égypte. Aucun d'entre eux ne peut dominer complètement le Moyen-Orient. Donc il y a des hauts et des bas, l'un gagne, et puis il perd, et puis ça recommence. Bon, ça peut durer longtemps. Aucune puissance extérieure ne peut mettre de l'ordre dans le Moyen-Orient. Ça, c'était l'époque coloniale, le dernier épisode étant à la fin de la Première Guerre mondiale, le fameux partage Sykes-Picot entre les Anglais et les Français. Normalement, c'était aussi avec les Italiens, mais c'était mis du mauvais côté. Bon, ça, c'est le partage où on a créé la Syrie, la Palestine, l'Irak, etc. Mais même aujourd'hui, si on voulait refaire du colonialisme à l'ancienne, c'est pas ce que je préconise, mais c'est pour imaginer. Imaginez qu'on mette ensemble Trump, Poutine, Xi Jinping, qui se mettent d'accord sur l'avenir du Moyen-Orient. Même là, ça ne marcherait pas, en fait. Parce que ça serait... il y a toutes sortes de pays, de groupes, de minorités, de nouveaux réseaux terroristes qui échapperaient à tout ça. Donc, c'est pas organisable, en fait. Jusqu'au jour, je ne sais pas quand, j'espère pour eux, ou par épuisement, par fatigue des guerres, les uns et les autres au Moyen-Orient finiront par se résigner à une coexistence. Après tout, les Européens sont bien sortis des guerres de religion au bout de plusieurs décennies, alors qu'elles avaient été, en termes de cruauté, tout à fait comparables à Daesh, hein, dans les deux camps. Bon, donc ça arrivera peut-être un jour. Donc vous voyez, quand on fait le tour, et encore, je n'ai pas parlé de la question des migrations qui s'ajoutent, qui augmente d'ailleurs la perception anxiogène par les populations européennes, même si les spécialistes disent mais les chiffres sont pas ce qu'on dit, c'est exagéré. Enfin bon, tout ça, vous savez l'histoire de ce qui est ressenti, c'est comme le froid ressenti. Après 2 ou 3 générations de chauffage central, même s'il fait 20 degrés, il y a toujours quelqu'un pour dire je crève de froid. Oui, il a froid. Donc il y a un ressenti qui est celui d'une Europe passoire. Europe passoire. Et ça ne concerne pas que l'Europe. Donc dans le monde de demain, il y aura des migrations régulières partout. Les gens, dès qu'ils le pourront, donc ce n'est pas les plus pauvres qui circulent, c'est les gens qui ont un peu quelques moyens quand même. C'est tellement plus facile en plus de circuler que dans les siècles avant qu'il y aura un mouvement un peu permanent comme ça, régulier. Alors est-ce qu'on arrive à organiser ça ou est-ce que c'est complètement laissé abandonné, disons, aux passeurs, aux trafiquants? Aujourd'hui, dans toute l'Afrique, il s'est reconstitué une économie de la traite. Et en payant quelques milliers d'euros, à peu près n'importe où, vous avez des filières qui vont arriver en Europe. C'est des gens qui connaissent très bien les organisations, les législations, les réglementations. Ils savent très bien que l'OFPRA, en France, par exemple, va donner l'asile aux 3/4 des Afghans qui demandent, alors que l'équivalent en Allemagne va le donner à 0. Bon, c'est bourré de contradictions comme ça. Encore ça, c'est l'asile qui est un sujet différent. Tous les passeurs en Afrique connaissent le truc. Et puis ils connaissent les ONG spécialisées, les médias sur qui il faut jouer, les avocats. C'est très connu. Bon, il faut espérer qu'un jour on arrivera à mettre de l'ordre en isolant le droit d'asile qui ne doit pas être limité, qui doit être défini plus clairement que ça n'est le cas aujourd'hui, où il est massivement détourné, mais qui doit être préservé, sanctuarisé. Et puis la co-gestion des flux migratoires entre les pays de départ, de transit et d'arrivée, parce que c'est évident qu'on a besoin d'une immigration légale. Mais il faut que ça se discute à peu près. C'est vrai sur l'Europe, mais c'est vrai sur l'Afrique du Sud. Quand on va en Afrique du Sud, les gens vous disent on est totalement envahi. Et ce qu'ils préconisent comme moyen, c'est plus dur que ce que demandent les partis les plus durs en Europe, parce qu'ils se sentent envahis par tout le sud de l'Afrique. C'est les autres qui vont alors vers le Nigeria, Côte d'Ivoire un peu, ou pour une petite partie d'entre eux en Europe. Ça ne concerne pas que l'Europe, ce sujet, mais c'est un sujet qui est globalement soit un élément de développement, de progrès, de croissance, si c'est bien géré, ou un élément de déstabilisation.
En tout cas, dans tous les pays où il y a des élections ou des démocraties. Donc j'ai cité l'Afrique du Sud, ça concerne le Canada, ça concerne l'Australie, ça concernera les États-Unis après Trump. Donc je crois qu'il y aura ça prendra du temps, une sorte de système que j'ai évoqué, gestion par les pays de départ, de transit et d'arrivée. Bon, tout ça s'ajoute, vous voyez, dans tous les sens. Au total, donc, un monde qu'on ne peut pas présenter comme étant ordonné. Il n'y a pas d'ordre mondial. Il y a une situation transitoire qui en prépare peut-être d'autres. Il n'y a pas de gouvernance globale. Il y a des pays plus puissants que d'autres, mais il n'y a pas que les pays. Il y a les entreprises, les GAFA, c'est typique, mais les GAFA ou GAFAM aux États-Unis, l'équivalent en Chine. Il y a des entités qui sont des entités qui ont un pouvoir les gens qui régulent Internet, par exemple, à l'américaine, ils ont un pouvoir extraordinaire, beaucoup plus considérable que la plupart des dirigeants politiques. Donc dans le méli-mélo, dans la foire d'empagne générale, ce n'est pas que les pays. En plus, dans les pays, aux Nations Unies, il doit y avoir 195 États membres, à peu près des Nations Unies. Il n'y en a pas 20 qui sont des puissances, au sens vrai. Même pas 20, il y a le G20. Déjà, le G20, il est trop large. Une quinzaine, à peu près. Alors des puissances établies, anciennes, des puissances montantes, qui se retrouvent pour se mettre d'accord plus ou moins sur des choses, mais c'est tout. Les autres, c'est des pays, ou alors il y a même des pays faillis, désintégrés, mais les autres, en fait, ils subissent les décisions prises par tous les autres, et ils doivent les mettre en œuvre. Donc c'est ça l'état du monde. Et ce que je dis n'est pas du tout exagéré. Je ne suis pas du tout d'un naturel pessimiste. En plus, ce que je dis n'est pas pessimiste. Je suis juste, je crois, hyper expérimenté par les hasards de la vie et lucide. Et quand on ne se fait pas d'illusions à travers des concepts creux, genre communauté internationale que j'ai évoqué, on est moins déçu. On ne se réveille pas chaque matin en étant épouvanté parce qu'on entend à la radio. Bon, déjà qu'on a compris l'état des choses, bon, je pense qu'on est plus à l'aise dans n'importe quel métier, que ce soit vos métiers financiers ou d'autres, pour réagir, pour s'adapter. C'est pour ça que je plaide depuis un certain temps maintenant pour une approche plus réaliste, puisque la France, puisqu'on est à Paris ici, est un pays quand même verbeux, verbeux, chimérique sur beaucoup de sujets, pas dans vos métiers, on ne peut pas faire vos métiers en étant approximatif, mais dans tout le reste de la parole publique, c'est quand même une grosse maladie. Bon, donc le seul élément qui changerait le tableau que j'ai fait, c'est si les Européens sortaient de cette espèce de coma stratégique où ils sont terrorisés à l'idée de devoir faire une puissance pas pacifiste des armées, pacifique, raisonnable, faire une puissance. Ils ont tellement cru que c'était plus nécessaire, en fait. Et faire une puissance, ça ne veut pas dire intégration européenne. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore plus de réglementation et que c'est les commissaires Tartampion à Bruxelles qui décident. Puissance, c'est un problème de déclic mental. C'est les principaux dirigeants en Europe qui diraient qu'est-ce qu'on fait pour arrêter d'être pris en otage par les sanctions américaines iniques. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour résister aux provocations de Poutine? Qu'est-ce qu'on fait pour que les Chinois ne puissent pas faire leur marché dans le système européen en rassemblant la moitié des Européens qu'ils peuvent acheter et pas les autres? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'Erdogan arrête de dicter les conditions dans lesquelles il peut faire ses meetings à lui en Europe? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'Arabie arrête de financer le wahhabisme dans tout le monde entier, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour que Netanyahou arrête de neutraliser toute expression européenne sur les questions du Proche et Moyen-Orient? Qu'est-ce qu'on fait pour que les fameux trafiquants dont j'ai parlé dans toute l'Afrique soient obligés d'arrêter parce qu'il y aurait un système d'immigration légale? Donc, si les Européens, à la longue, commencent par s'inquiéter pour de vrai, en disant, bon, il faut quand même réagir autrement, et s'ils s'organisent quelque chose autour de 3, 4, 5 dirigeants européens, là, dans le petit panorama que je termine maintenant, c'est le seul élément qui peut bouger, je crois. Parce que les États-Unis ne reviendront pas aux États-Unis de Roosevelt ou de Kennedy ou de Clinton, etc. Ça changerait la donne globale. Mais ça suppose un changement de mentalité des Européens, pas des dirigeants. Ça ne sert à rien de taper sur les dirigeants, puisqu'ils sont obligés de suivre l'opinion, dans les démocraties modernes. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop brutal, compte tenu du... Mais... Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre.